Alors, bonjour tout le monde. Pierre et moi, on est extrêmement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour notre premier webinaire, en fait, dans le cadre du lancement du Code Pegasus. Pierre va vous en parler dans quelques minutes. Donc, on est ici pour vous parler du leader créatif et de son importance, en fait, dans la vie de tous les jours, mais aussi au sein des organisations. Donc, ça va être un court webinaire de 30 minutes seulement. Et je vous invite à poser vos questions. Vous pouvez les poser probablement au niveau de LinkedIn. C'est un LinkedIn Live, donc vous pouvez mettre vos commentaires, vos questions. Si jamais on n'a pas la chance d'y répondre en totalité pendant le webinaire, on va le faire par la suite. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Et en fait, on va tenter tout au long de la présentation de répondre à 3 questions fondamentales. De 1, est-ce qu'on est créatif ou si on peut le devenir? En quoi c'est si important, en fait, d'être un leader créatif et de cultiver sa créativité? Et comment on fait pour l'instiller au sein des organisations? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle en ce moment qui me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais je vais me présenter pendant quelques minutes. Donc, Karine Roy, je suis cofondatrice évidemment du Code Pegasus avec Pierre. Et j'ai passé le grand de ma carrière, en fait, dans le monde de la technologie. Donc, j'ai été pendant longtemps au sein des organisations qui développaient des logiciels en haute technologie. Et dans les dernières années, plus au niveau de directrice de formation, développement organisationnel, je suis aussi coach à différents niveaux et fondatrice de l'Institut de leadership Beyond Words, où je fais un partenariat, si on veut, avec les chevaux pour enseigner le leadership aux organisations et aux leaders. Et sur ce, je vous souhaite un très bon webinaire. Je vais laisser Pierre se présenter et on va rentrer dans le vif du sujet. Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce extraordinaire webinaire. Je vais me présenter rapidement, cofondateur du Code Pegasus avec Karine. 20 ans d'expérience en direction artistique pour quelques agences internationales, surtout des agences américaines. J'étais je suis fondateur de Nado Branding avec 20 ans d'expérience en accompagnement au niveau corporatif des organisations pour créer des images de marque. Je suis fondateur aussi de l'Institut Samurai Leadership et puis depuis 20 ans, j'accompagne les leaders à réfléchir sur leur identité et à trouver leur essence. Le thème aujourd'hui, c'est sur le leader créatif. Ce qui est important de retenir, en fait, je vais vous donner le contexte. Le contexte est le suivant. Karine et moi, l'année passée, on s'est mis à réfléchir sur quelles seraient les compétences importantes pour les leaders à développer dans le contexte actuel du développement technologique et des modifications qu'on vit actuellement, l'accélération rapide de tout, hein, de l'économie, de la politique, etc. Donc, on s'est dit que finalement, notre conclusion de notre recherche, c'est que la compétence numéro 1 va être pour les leaders de développer leur créativité. On va devoir... L'innovation a été à la mode pendant des années, mais ce qu'on assiste maintenant, c'est l'idée qu'on va devoir être beaucoup plus innovateur, beaucoup plus créatif dans les organisations. Et c'est pour ça qu'actuellement, on fait ce webinaire-là pour sensibiliser les leaders à dire « OK, mais peut-être que je pourrais devenir plus créatif. Est-ce qu'il y a des façons à ce que je puisse devenir plus créatif dans mon organisation? » On va commencer avec la présentation. On va commencer avec la définition de la créativité. Ce n'est pas tout le monde qui sait que la créativité, c'est une intelligence. Hein, une intelligence, on ne dit pas créativité, intelligence. Ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué, mais c'est une intelligence, la créativité. Donc, cette définition-là, c'est celle qu'on va utiliser, nous, dans le Code Pegasus. Donc, la créativité est la capacité de puiser dans plusieurs sources d'intelligence afin de créer quelque chose ou de trouver une solution. Donc, c'est une intelligence qui utilise les intelligences pour trouver des solutions. Hein, c'est là-dedans. Donc, si on part de l'idée que la créativité est une intelligence indépendante
okay, des autres intelligences. Ça sert à générer des nouvelles idées, à relier ou associer des concepts éloignés. Pour comprendre cette idée-là, c'est que la créativité, c'est souvent cette idée-là d'associer deux choses, de dire mettons, si on prend Joseph Bombardier, il a pris la neige et il a pris une automobile et puis il les a associés ensemble et puis c'est devenu une automobile de neige, hein, une automobile snowmobile. Fait que cette idée-là d'avoir associé a donné la créativité, donné une création. Et puis, cette intelligence-là nous permet aussi de changer de perspective pour trouver des solutions originales. Quand on dit changer de perspective, souvent en créativité, il y a des techniques. Hein, on se dit, je me demande bien qu'est-ce que Madonna aurait trouvé comme solution à ce problème-là, ou je me demande comment Jacques Brel aurait pu imaginer de faire ça. Fait que donc, changer de perspective, la créativité nous permet de faire ça. Cette intelligence-là nous permet de faire ça. Et puis, il y a quelqu'un que vous connaissez qui était pas mal plus intelligent que les autres, mais que pour lui, sa définition de la créativité, on aime bien cette idée-là de creativity is intelligence having fun. Et puis, on espère que cette idée-là va amener dans les organisations cette idée-là d'avoir du plaisir lorsque je fais de la création. Dans ma vie ordinaire, hein, quand je fais le souper, quand je vais faire le magasinage, quand je vais dans tous les aspects de ma vie, pouvoir devenir créatif et avoir du plaisir avec ma créativité. Merci, Pierre. Alors, moi, je vais enchaîner sur les types de créativité. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on est créatif ou on peut le devenir? En réalité, on peut le devenir. La créativité, on l'a tous. D'inné, en fait, la naissance est la première forme de créativité et donc on peut nécessairement la développer et on est né avec. Il s'agit de savoir la voir et la reconnaître et se trouver un être créatif. On va en parler un petit peu plus loin. Quand on parle des types de créativité, on dit qu'il y a le premier type, c'est la conscience. Donc, créativité consciente, c'est une créativité qui est beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus raisonnée. Ça suit souvent un processus intentionnel, un processus raisonné, créatif. Hein? Donc, c'est délibéré et on va mettre une structure au niveau de ce qu'on essaie de créer. Alors que si on contraste ça avec une créativité plus spontanée qu'on appelle, là, on va aller puiser dans l'intuition, on va aller puiser dans les sources d'inspiration. Et donc, ça, je vais y revenir un petit peu plus tard dans le webinaire. Si on revient à notre fameux personnage célèbre très intelligent, Einstein disait « Intuition is knowing without thinking ». Donc, savoir sans penser. Et donc, quand on parle de créativité, on doit être capable, selon nous, de mettre notre pensée critique en sourdine pour laisser libre chemin à l'imagination, à l'intuition, sans filtre, sans jugement. C'est souvent là que les meilleures idées vont émerger. Et souvent, on va faire le lien, en fait, entre le cerveau gauche, cerveau droit. On va dire, la créativité, c'est une affaire de cerveau droit. Et donc, c'est intéressant parce que quand on regarde, en fait, les deux hémisphères, évidemment, sont nécessairement physiquement séparés et on associe souvent l'hémisphère gauche à la structure, à l'organisation, à la parole. Donc, c'est le côté plus cartésien du cerveau. Et oui, en fait, les ondes du cerveau qui sont reliées à ces éléments-là ont été découvertes dans l'hémisphère gauche, alors que les ondes du cerveau qui sont plus reliées à l'imagination, à l'intuition, vont être plus au niveau du cerveau droit. Par contre, on sait maintenant que dans la créativité, tout le cerveau est mis en contribution. Ce n'est pas une chose de cerveau droit ou cerveau gauche. En fait, les deux vont se marier pour vraiment donner lieu à une créativité accrue. Donc, la créativité, quand on parlait de conscience spontanée va amener les idées, l'imagination, la capacité de faire des liens, de faire des nouvelles associations. Et le côté plus rationnel va amener peut-être une structure au niveau de ça peut être au niveau de la prise de décision par la suite, ça peut être au niveau de la capacité d'analyser aussi les idées qui ont émergé et de mettre un sens autour de ça et de le concrétiser dans la vie de tous les jours. Donc, le fait que ça soit associé au cerveau droit, c'est vraiment un mythe en réalité et ça nous amène à justement parler des mythes. Je vais laisser Pierre toucher ce sujet-là, mais c'est important
d'y toucher parce qu'il y en a plusieurs associés à la créativité. Et si on ne passe pas par-dessus ça, on se met un petit frein en quelque sorte. Donc, Pierre, je te laisse parler des mythes reliés à la créativité. D'accord. Donc, l'idée des mythes ou des freins, hein, les freins qui nous empêchent de nous considérer comme étant créatifs. On entend ça souvent, là, seulement que les artistes sont créatifs. Récemment, Karine et moi, on avait demandé à un groupe de travailler sur un dossier créatif et l'image qui était apparue, c'était une femme qui était en train de peindre. Tu vois, ça, c'est classique, cette idée-là, c'est-à-dire la créativité, c'est pour les artistes, hein? C'est pas pour le monde professionnel. Donc, ça, c'est un frein, parce que si on n'a pas incorporé ça en nous, cette idée-là que d'être créatif, ben, ça bloque, hein, la créativité. De dire que la créativité est innée, oui, il y a des personnes qui vont naître plus créatifs. Hein. Déjà, on voit des jeunes enfants qui sont plus créatifs, on le voit tout de suite, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire grandir notre créativité. C'est ça qui est un frein aussi de penser. Moi, je l'ai entendu souvent dans le monde des affaires de dire ah, ben non, ben moi, je ne suis pas créatif, je suis plutôt un comptable ou je travaille dans une industrie qui n'est pas créative. Tu vois, cette idée-là qui freine le développement créatif. Karine l'a dit, le cerveau droit uniquement, non, c'est les deux cerveaux qui fonctionnent en même temps pour trouver des solutions. Les leaders créatifs sont des grands visionnaires. Ça, c'est mettre la barre trop haute pour dire que je ne suis pas créatif parce que les créatifs, c'est juste des Alan Musk puis des personnes qui sont des grands visionnaires. C'est pas vrai. Tout le monde peut être créatif. On entend des fois trop de créativité dilue l'efficacité opérationnelle. OK, ben c'est pas le temps de faire de la création, là, les amis, c'est le temps de produire, tu vois, qui met des freins, qui va empêcher l'idée d'apparaître ou l'amélioration ou l'innovation d'apparaître. Et puis, seules les industries créatives en ont besoin, c'est pas vrai. La créativité, c'est mur à mur dans nos vies. Du matin jusqu'au soir, on est créatif. La seule façon qui nous empêche d'être créatif, c'est parce qu'on n'a pas incorporé en nous la conscience que nous sommes des êtres de créativité. Là-dedans. Vas-y, Karine. En fait, ce qui est intéressant dans ce que Pierre vient de dire, c'est que, puis surtout pour faire le pont avec le dernier point qui était au niveau de seules les industries créatives ont besoin de créativité. La preuve, ici, on a Jeff Bezos, qui est fondateur d'Amazon, qui dit « Toutes les meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie et dans mon entreprise ont été faites à partir de mon cœur, de mon intuition. » Donc, et on connaît le succès qu'il y a eu. Et donc, c'est important de vraiment réaliser ça, que la créativité, comme Pierre disait, elle est tout partout. Et si je reviens aux deux concepts de créativité consciente et créativité intuitive, donc quand on parle de créativité consciente, si je vais un petit peu plus creux, intentionnelle et structurée, hein, c'est là qu'on va utiliser des outils particuliers. Je ne sais pas, moi j'ai été en technologie pendant longtemps et dans ce monde-là, il y a un concept qui s'appelle le design thinking qui est très prédominant. Et on utilisait des outils comme Luma, par exemple, qui est Looking, Understanding and Making, excusez-moi pour le côté anglais, mais c'était l'acronyme. Et c'était vraiment de comment on fait pour aller chercher des idées, un maximum d'idées, puiser dans des sources différentes pour aller les chercher. Une fois qu'on a tout ce data-là, comment on fait pour mettre un sens autour de ça et le concrétiser par la suite pour faire quelque chose avec ces idées-là. Donc, il y a plusieurs techniques et outils qu'on peut utiliser pour stimuler. Il y a même De Bono avec les, excusez-moi, je suis en anglais tout le temps, mais les 6 chapeaux, les 6 thinking hats, les 6 chapeaux de Bono qui sont une autre façon d'aller chercher de la créativité. Donc, ça rentre plus dans la créativité consciente, intentionnelle, et c'est une approche un petit peu plus linéaire. Quand on parle de créativité spontanée, c'est celle-là qui est un petit peu moins utilisée et qui, en fait, qui est très, très, très puissante. Donc là, on parle de le point de départ, c'est l'identité. Pierre, il a touché un petit peu. À la base, il faut se croire créatif. Si on se dit, moi, je suis un être fondamentalement créatif et je peux créer toutes sortes de choses, là, on vient de mettre notre cerveau en mode création
et on enlève ce blocage-là qui peut justement freiner la créativité. Par la suite, il y a l'espace mental. Quand on parle d'espace mental, moi, je l'approche du côté de... en fait, c'est drôle, on entend souvent dire, c'est drôle, moi, j'ai résolu mes problèmes, j'ai eu la meilleure idée en prenant ma douche ou en faisant la vaisselle. Et c'est pas surprenant en réalité. Quand on fonctionne dans la vie de tous les jours, on est dans nos ondes cérébrales sont en mode bêta. On est très dans l'action, on est très dans la performance. C'est un mode en haute cognition et un mode décisionnel. Donc, on prend des décisions, puis ça va vite, vite, vite. Pour avoir accès à cette créativité-là spontanée, l'espace mental qu'on doit cultiver, c'est vraiment l'espace mental où on ralentit le rythme, on prend du recul. Et là, on va passer du mode bêta, les ondes cérébrales bêta, à un mode un petit peu plus alpha et même theta. Hein, le mode theta, c'est vraiment associé à la méditation, relaxation profonde et à l'accès à l'inconscient et à l'accès à la créativité. C'est là qu'elle est la créativité. Donc, si on reste toujours dans un mode vite, vite, vite en bêta, on n'y aura pas accès et les connexions et les associations au niveau des neurones vont se faire quand on descend en mode alpha et en mode theta. Donc, il faut être capable de prendre ce recul-là et de se mettre dans cet espace mental-là pour le faire. Et ça peut être aussi simple que d'aller prendre une marche en forêt. Juste ça, il y a des effets phénoménaux d'être en forêt. Et ça nous permet justement de prendre ce recul-là. L'espace physique est aussi important. Quand on est arrivé en mode COVID et que tout le monde était confiné à la maison, on disait à l'époque, juste de changer, on est toujours dans le même bureau, juste de changer d'espace, d'aller dans le salon, d'aller dans la cuisine, de changer ton espace et de faire en sorte que ton environnement est propice à être efficace, mais aussi à être créatif, c'est très important. Donc, de prendre attention, est-ce qu'il y a beaucoup de traîneries un peu partout? Est-ce que mon environnement fait en sorte que j'enlève les stress, les éléments de stress qui peuvent nuire à cette créativité-là. Et évidemment, l'attention et le focus. Pour ça, on a emprunté certaines personnes connaissent peut-être Barbara Oakley. Elle a enseigné un cours qui s'appelle Learning How to Learn, donc apprendre comment apprendre. Et elle amenait ce concept-là de pensée focalisée versus diffuse, qui est évidemment dans un contexte d'apprentissage, mais nous, on l'amène dans le contexte de créativité. On trouve que c'est vraiment à propos, dans le sens que, oui, quand on est en mode focus, on est vraiment plus concentré. Hein, on doit résoudre un problème, par exemple, et on est vraiment dans ce mode concentré-là. Par contre, quand on fait le pont et on s'en va du côté plus diffus, c'est un petit peu similaire à être dans la Lune. Hein, naturellement, on enlève le focus de notre cerveau et on va élargir les horizons. Et c'est drôle parce qu'il y a des études qui ont même montré que les lunatiques avaient une capacité d'association beaucoup plus grande. Donc, de cette capacité-là de juste faire le vide et élargir le champ de focus ou défocuser, si on veut, fait en sorte qu'on a accès à ce subconscient-là, on a accès justement aux ondes cérébrales que je vous parlais tout à l'heure et on est capable de commencer à connecter différents concepts ensemble et être beaucoup plus créatif. Alors, voilà. Pierre, je te repasse le flambeau pour la suite. Bien sûr. Ce qui nuit à la créativité. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, peut-être de notre propos, c'est peut-être le miroir qu'on peut faire avec nous-mêmes pour dire, OK, moi, ma créativité, est-ce que j'utilise ma créativité au maximum en tant que personne? Est-ce que mon organisation utilise la créativité au maximum? C'est comme une question là-dedans. Quand on dit qu'est-ce qui nuit à la créativité, on l'a dit à quelques reprises, mais je veux le souligner encore au niveau de l'identité. Ce qui est important pour démarrer un processus personnel de développement des processus créatifs en moi, il faut affirmer envers soi-même cette idée-là, je suis créatif. Est-ce que dans mon quotidien, j'utilise ma créativité au travail, à la maison? Est-ce que je pourrais challenger la décoration de mon bureau? Est-ce que je pourrais m'habiller différemment? Donc, vous voyez cette idée-là de je suis créatif parce que je l'ai entendu énormément dans toute ma vie parce qu'avec les clients, quand on travaille dans une agence de publicité, on travaille avec des clients et ces clients-là admirent la créativité des agences. Hein. C'est comme ils disent wow, quelle belle campagne de publicité. Hein. Tu vois? Et ces gens-là, à mon avis, ne se considéraient pas ou très peu créatifs. Donc, l'identité est extrêmement importante
Et puis, je vous invite à vous poser la question à vous-même par rapport à dire, OK, comment je peux utiliser ma créativité aujourd'hui d'une façon différente ou comment je peux devenir plus créatif à temps plein. Mais ça commence par l'affirmation de soi au niveau de se donner le pouvoir, parce que la créativité est un pouvoir de création. Hein? On a beaucoup d'admiration pour ceux qui font des innovations, mais on a tout ce pouvoir-là. Il s'agit de se l'approprier. Et puis, un autre frein, ben, c'est les peurs qu'on a, les peurs qui sont reliées à l'ego très souvent, qui va nous empêcher de nous exprimer par la peur du jugement. Je me souviens, moi, quand j'étais un directeur artistique beaucoup plus jeune et que je devais prendre la parole dans une assistance, hein, il y a mettons 15-20 personnes autour d'une table de conférence, il y a le client et tout ça, et puis il fallait que je lève la main pour donner mon opinion. Ça a été un dépassement au niveau de ma personnalité, de prendre le pouvoir d'exprimer une idée créative et de dépasser la peur que est-ce que je vais être jugé, est-ce que mon idée va être non acceptée. Tu vois, c'est cette idée-là de ne pas utiliser mon pouvoir de création à cause de la peur du jugement des autres, hein, là-dedans. Un autre aspect de la créativité, c'est de s'habituer de travailler avec l'inconnu. Faire de la création, c'est aller dans un monde où on travaille avec les idées qui n'existent pas. Hein, parce qu'on est très à l'aise avec le connu, hein, avec le quotidien. Les humains, on est des êtres de routine. Fait que donc, cette idée-là d'apprivoiser l'inconnu, d'aller trouver des idées dans des sphères que je ne suis pas habitué et que je ne suis pas à l'aise, hein, là-dedans. Comment apprivoiser cet état-là de ne pas être à l'aise dans un processus créatif? Si on utilise notre conscience, ben, ça nous permet de devenir conscient de ce mal-être-là vis-à-vis d'émettre des nouvelles idées ou de faire de la création. L'autre frein, ben, c'est carrément la mémoire, parce qu'une des fonctions de la mémoire, c'est de nous dicter qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Fait que donc, dans un processus créatif, pour ceux qui sont habitués à faire du brainstorm, ben, il y a deux périodes hein, dans un brainstorm. Hein. Il y a la première période où on explose avec les idées. Fait que donc, il faut transcender cette idée-là de mémoire que ça se peut ou ça se peut pas. Parce que souvent, aller faire de la création, c'est d'aller jouer dans qu'est-ce qui se peut pas. Donc, il faut, à ce moment-là, faire taire un peu la mémoire pour pouvoir avoir accès à un univers de choses qui ne se peuvent pas là-dedans, parce qu'on va peut-être découvrir que finalement, ben ça se peut. On peut le voir dans les robots. Moi, quand j'étais petit, je ne pensais pas que pouvoir avoir des robots, mais finalement, ça se pouvait. On en voit des robots maintenant. Pierre, si je peux faire du coup sur ce que tu viens de dire, là, juste avant que tu fasses le dernier point, j'avais fait une expérience à un moment donné, j'étais allée dans un cours et on nous amenait justement à avoir des idées, à faire du brainstorming. Et le problème qu'on essayait de solutionner, c'était quelqu'un, un commerçant qui était victime de vol à l'étalage. Puis il dit, j'ai tout essayé, là, j'ai mis des gardes de sécurité et tout, puis ça ne fonctionne pas. Donc, on devait trouver des nouvelles idées. Alors, on était tous en petits groupes et on était vraiment dans le côté réaliste. OK, ben là, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Puis là, les idées, il n'y en avait pas beaucoup qui venaient parce qu'une fois que tu as pensé aux gardes, aux caméras, aux trucs comme ça standard, et là, la professeure est arrivée à côté puis elle nous a dit, qu'est-ce que vous diriez de mettre des snipers? Ça fait que là, on a tout parti à rire. Et de un, en fait, de la créativité, j'en ai pas parlé, mais la dopamine et de rire, c'est vraiment un élément qui va stimuler la créativité. Donc, on est parti à rire, puis là, on s'est dit, ah oui, OK, là, c'est vraiment trop farfelu comme idée. Mais là, on le visualisait, puis on était vraiment... mais toute la boîte a tombé. Là, on s'est dit, OK, tout est possible. Il y a plus de... Fait que là, on a commencé à avoir des idées comme, OK, ben on pourrait faire du magasinage complètement nu. On pourrait avoir ces snipers-là. Donc là, c'était vraiment fou. Mais après ça, c'était l'idée de dire, OK, dans les idées qui ont émergé, qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais au moins, ça a tout enlevé les freins
à la créativité. Puis là, on avait accès à un bassin d'idées absolument incroyable. Donc, je voulais juste, ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé des possibilités. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est bon, merci beaucoup. Avec l'idée des freins, la mémoire peut être un frein dans un concept de brainstorm comme Karine vient d'exprimer. Et puis le dernier point, c'est sur la notion d'ouverture-fermeture au niveau énergétique. Bon, c'est un peu plus difficile à comprendre, mais disons, je m'adresse aux sensibles, aux hypersensibles. La sensibilité est un outil créatif. Hein? On peut le voir lorsqu'on rencontre des Karl Lagerfeld ou les grands créateurs, là, ceux qu'on considère comme étant des êtres extrêmement créatifs. On peut voir que ces personnes-là sont des personnes plus sensibles que la moyenne. Et souvent, on peut voir en psychologie que cette sensibilité-là peut être un handicap ou peut être aussi un pouvoir. Donc, ouverture, fermeture, c'est souvent les hypersensibles vont vivre une fermeture énergétique pour se protéger. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas utiliser leur sensibilité pour une protection, parce que si j'ouvre au niveau énergétique et puis j'utilise ma sensibilité, j'ai accès à un autre monde que lorsque je suis fermé énergétiquement. Donc, c'est pour ça qu'on va attribuer très souvent peut-être la créativité aux femmes ou au monde féminin, mais disons que la créativité peut utiliser la notion de sensibilité ou d'hypersensibilité comme un outil pour faire de la création. Mais on pourra en parler longtemps de cette dimension-là parce que c'est une dimension importante au niveau énergétique d'utiliser sa sensibilité consciente, d'une façon consciente, au lieu d'être... C'est pour ça qu'on a écrit ouverture, fermeture, parce que c'est quelque chose qu'on peut expérimenter soi-même dans un processus créatif. Alors, il reste quelques minutes seulement, 3 minutes. Je vais poursuivre en disant, le leader créatif, en réalité, il va puiser dans 3 éléments. Donc, tout ce qui est conscience, intuition et créativité, évidemment, pour inspirer et agir avec authenticité. Quand on parle d'organisation, l'idée, c'est vraiment, je vais vous montrer la prochaine diapo rapidement, mais l'idée, c'est vraiment de dire comment on peut amener plus de créativité au sein des organisations pour avoir un impact plus gros ou plus grand et un impact durable et favoriser cette croissance-là collective. Collective dans le sens que tout le monde est mis à profit. Il y a cette diversité-là qui est là d'emblée, en fait, au sein des organisations et comment on peut aller puiser dans toutes ces sources d'intelligence-là pour amener une créativité. Donc, je te laisse passer, il reste 2 minutes, Pierre, je te laisse passer rapidement dans le premier point. La créativité, hein, tu vois, cette idée-là d'établir une bonne compréhension de la créativité, parce que la créativité est au service du développement des organisations et du développement de soi aussi personnel. La notion d'inclusion, la créativité, on ne sait jamais d'où vient la grande idée. L'idée d'avoir une culture de créativité dans les entreprises amène cette idée-là de... Je pourrais raconter dans une de mes agences, lorsque j'ai travaillé, cette notion-là de la boîte à suggestions ou l'idée du mois, où on pouvait reconnaître à la fin du mois où on disait à une personne, OK, la meilleure idée ce mois-ci a été trouvée par Jocelyne. Et puis, on était reconnaissant de Jocelyne. C'est-à-dire, il y avait cette idée-là de culture de créativité où on reconnaît l'initiateur de l'idée. OK? Vas-y, Karine. Donc, au niveau de la responsabilisation, on a mis VP Innovation, c'est de dire que souvent, on veut tout être créatif ou on veut emmener cette culture-là de créativité, mais nécessairement, personne n'est vraiment responsable de faire en sorte qu'elle se distille dans l'organisation. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable ou qui peut avoir justement ce rôle-là? Et en même temps, on dit, bien, il y a une vision globale de la créativité dans le sens que c'est pas juste le département de marketing là, qui va être créatif, c'est vraiment partout dans l'organisation, que ce soit en développement de produits, marketing, en vente, ou en service à la clientèle, on est tous tenus à être créatifs et on peut augmenter ça.
et évidemment avoir des valeurs qui soient alignées avec ça. Enfin, ça ne veut pas dire d'avoir la créativité comme valeur, mais qu'elle soit quand même omniprésente et d'avoir l'environnement qui va être propice à amener plus de créativité et à reconnaître justement quand les gens amènent cette créativité-là, comme Pierre le disait juste avant. Donc, quand on parle d'un leader créatif, selon nous, Pierre, je te laisse. C'est le mot de la fin. Le leader créatif, c'est celui qui a compris l'importance de développer la créativité dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit au niveau de la famille. Le leader créatif, c'est celui qui a maintenant un super pouvoir parce que l'idée de la créativité est un pouvoir. Ça, c'est important qu'on voulait communiquer cet aspect-là. Et la capacité d'influencer son environnement. Juste à regarder autour de nous qui sont les personnes créatives et puis on admire ces personnes-là. On est influencé par les personnes créatives. Et on a la capacité de changer bien des choses, de changer le monde. Hein. Si on regarde les grands créateurs, là, ils ont changé. Donc voilà, on est à 11h30. On va être respectueux de votre temps. Donc, ça fait le tour. On espère que vous avez aimé ce webinaire-là. Comme on disait tout à l'heure, c'est dans le code Pegasus ou dans le cadre du lancement du code Pegasus, qui est une formation qui a été lancée la semaine dernière et la première cohorte qui va avoir lieu au mois de février, donc un 16 semaines. Si on regarde sur codepegasus.ca, vous allez avoir toutes les informations. Et notre but, en fait, avec cette formation-là, c'est vraiment d'amener les gens à être de plus en plus créatifs. On va explorer plein d'univers assez intéressants, mais dans le but de booster cette créativité-là chez les leaders et d'augmenter leur impact et leur influence. Donc voilà, merci encore de votre présence. On vous souhaite de prendre beaucoup de repos et de recul et de marche en forêt pour être super créatif en 2020. Et merci de votre présence. Merci tout le monde. Au revoir. Bye bye.